Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette rétrospective sur l'essentiel de l'actualité. Comme toujours, vous le savez, nous recevons un invité et nous recevons aujourd'hui sur ce plateau Monsieur John Malala. Il est professeur à la Central University de Floride. Il est le président du PDT, le Parti des Travailleurs. Nous le recevons aujourd'hui. Avec lui, nous allons commenter l'actualité. Bienvenue, Monsieur John Malala. Merci beaucoup. Alors, vous aimez qu'on vous appelle professeur ou président ? Professeur. Professeur, ouais. John Malala. Alors, vous arrivez fraîchement d'ailleurs des États-Unis. Vous êtes en République démocratique du Congo. L'actualité est bouillonnante. Aujourd'hui, quels sont vos sentiments une fois que vous êtes arrivé à Kinshasa, notamment à travers les différentes villes peut-être que vous allez visiter ou que vous avez déjà visité. Quelle a été votre première impression en revenant au pays? Bon, il faut signaler d'abord que c'est pas que je reviens au pays pour la toute première fois. Ça fait bientôt pratiquement 10 ans que j'effectue au minimum un voyage par an ici au Congo depuis 2006. Et nous avons beaucoup d'activités que nous faisons ici en RDC. J'étais ici l'année passée, 2 ou 3 fois d'ailleurs. Et je suis là. Bon, tout de suite là, je viens, bien que je travaille en Amérique, aux États-Unis d'Amérique. Je dois signaler que je revenais de l'Afrique du Sud, où j'ai été formé des professeurs d'université par un contrat du gouvernement sud-africain, notamment l'Université de l'Afrique du Sud, qui m'avait offert un contrat pour que je puisse aller former des professeurs et les aider à créer un nouveau programme de communication. Donc, je venais de terminer ce travail, c'est pourquoi je suis venu ici. Alors, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, à quoi ressemble-t-elle à vos yeux aujourd'hui ? Bon, le pays a besoin d'une aide sérieuse, une intervention rapide, dynamique et sérieuse pour pouvoir le faire sortir du gouffre dans lequel il se retrouve. Je vois ici, pour le moment, ce sont des concertations que le chef de l'État a convoquées. Il veut parler avec les gens. Et c'est ça qui est le point du jour. Partout où vous allez, c'est ce que les gens sont en train de dire. Mais il faut signaler qu'il y a vraiment beaucoup d'autres besoins tout autour du pays. Partout où je passe, je trouve qu'en tout cas, les gens sont dans des besoins. Il y a des gens qui ne sont même pas intéressés à ce qui se passe dans les milieux politiques parce qu'ils doivent chercher à survivre. Alors, très bien. Vous parlez justement des concertations, consultations justement ouvertes par le président de la République. On va donc avec vous commenter l'actualité. Je rappelle que vous êtes également le président de la fondation John Malala pour la dignité. Les objectifs de cette fondation notamment? Bon, nous voulons redonner la dignité au peuple congolais parce que le peuple est réduit pratiquement au néant, qui cherche à mendier pour trouver son pain. Nous avons trouvé qu'il faut essayer de leur donner la dignité en leur donnant des capacités, renforcer les capacités pour éradiquer la faim, éradiquer le chômage et aider ces gens-là à pouvoir retrouver de la valeur aux yeux des hommes par l'entremise des emplois. Donc on crée des emplois, on forme des gens et on les prépare pour qu'ils puissent devenir des personnes responsables et utiles à la société. Très bien. Alors nous allons commenter avec vous cette actualité bouillonnante justement de la semaine dernière, une actualité riche, surtout elle est dominée, on le sait, par les consultations nationales ouvertes par le chef de l'État. Alors on va regarder ce premier reportage et nous allons revenir sur ce plateau pour avoir votre commentaire et point de vue. Regardez. Le président de la République a entamé ce lundi le deuxième round des consultations des forces vives de la nation. Léo Kengo Adondo, à la tête de la délégation de l'opposition républicaine, a dit au chef de l'État son appui au dialogue pour éluder contraintes et écueils liés aux élections. Serait-ce alors un revirement aux précédentes déclarations d'un de ses lieutenants? Que non, assure Léon Kengo, qui a préféré botter en touche. Il ne faut pas globaliser ce que certains éléments de l'opposition ont exprimé en cette occasion-là. L'opposition républicaine que je représente est ici parce qu'elle n'est pas de cet avis-là. Vous soutenez donc le dialogue?
Oui, je soutiens le dialogue puisque je suis là pour le dialogue. Nous tenons à ce qu'avant qu'on organise le dialogue, il faudra un peu parler, donc un bureau préparatoire. Et en dehors de ça, nous tenons à ce que ce dialogue soit inclusif et que dans le strict respect des valeurs humaines et de fraternité et un climat de paix. Nous connaissons les prix de la paix, nous les femmes. Nous savons ce que c'est. Parce que les premières victimes de violences, ce sont les femmes, ce sont nos enfants que nous portons pendant 9 mois. Et c'est ça, nous, pour la paix de ces pays, pour consolider la paix et faire avancer notre pays, nous pensons que nous ne devons que nous mettre ensemble pour que cela se fasse. Nous sommes prêts à dialoguer en tout temps. Concernant le processus électoral, la question du calendrier électoral, du calendrier global, nous notons une fois de plus que c'est à la suite d'une demande pressante et insistante de l'opposition congolaise et de la société civile que la CENI a eu à mettre en place, à adopter un calendrier électoral. Nous soutenons ce calendrier électoral tout en restant raisonnable, tout en contribuant afin que, effectivement, ce calendrier électoral soit respecté. Nous soutenons le dialogue parce que nous sommes un mouvement politique, un parti politique qui croit que le dialogue est le meilleur lubrifiant politique pour pouvoir régler les problèmes de la société. Le calendrier électoral, nous l'avons demandé à l'époque. Vous savez, lorsque la CENI avait publié son premier calendrier, nous étions parmi les formations politiques qui avaient exigé un calendrier global, électoral global, et la CENI a publié. Mais aujourd'hui, il est vrai que lorsqu'on considère les défis que nous avons devant nous, il est important qu'on puisse se mettre autour d'une table pour parler justement de ce calendrier global. Je vais vous dire qu'en Afrique, on dit, là où il y a crise, là où il y a conflit, évitez d'apporter les machettes et les couteaux sur la table, amenez les aiguilles. Parce que l'aiguille, c'est le symbole de coudre, de raccommoder et de mettre ensemble. Et je n'ai pas oublié de discuter avec le chef de l'État quelques questions majeures. Par exemple, vider la question du porte-parole de l'opposition pour qu'il y ait une opposition qui a quand même un interlocuteur, parce qu'on a l'impression que l'opposition se déchire, chaque parti devient une opposition à part. Alors très bien, nous revenons à vous, professeur John Malala. Alors on parle des consultations, vous voyez qu'il y a des points de vue et ceux notamment que nous venons d'avoir sont pour ce dialogue précédé par les consultations ouvertes par les chefs de l'État. Alors selon vous, quels sont ou quel est le préalable à ce dialogue? Il faut signaler d'abord que lorsque quelqu'un vient et il vous dit « j'aimerais dialoguer », dans la vie, parce qu'il faut aller avec des exemples pratiques pour que les gens comprennent. Lorsque quelqu'un vient vous voir à la maison et dit « j'aimerais dialoguer avec vous », la première question que vous devez poser à la personne, c'est « de quoi s'agit-il » Parce que si vous connaissez l'objet du dialogue, vous pouvez voir si le moment est approprié ou pas. Et je pense que la chose la plus importante ici serait que par exemple dans ce cas ici, nous parlons du chef de l'État, doit dire quel est l'objet du dialogue, de quoi est-ce qu'on doit parler. Parce que le dialogue ne doit pas être utilisé par qui que ce soit comme un prétexte pour créer une transition. Le peuple congolais et l'État doivent le savoir. Et ceux de la majorité doivent le savoir. Ceux de l'opposition, il y a, comme on dit, l'opposition qui est déchirée, doivent aussi le savoir que le peuple congolais veut aller aux élections présidentielles et à la députation nationale l'année prochaine. Ils ne veulent pas accorder un jour de plus ou un jour de moins à ceux qui ont été élus, ceux qui sont à la magistrature suprême, comme ceux qui sont qui ont fait la députation nationale des députés. Donc nous devons faire trop attention, qu'on ne cherche pas à créer une crise qui n'existe pas. Je pense que les gens peuvent avoir de bonnes intentions, mais il faut savoir que si ces intentions sont très mal gérées, elles peuvent générer une crise au pays. Il n'existe pas une guerre, il n'existe pas une crise qu'on ne cherche pas à la créer. Mais je pense que dialoguer, si quelqu'un venait et dit « j'aimerais que nous puissions dialoguer »,
si vous regardez, par exemple, vous êtes en train de sortir, il ne vous reste que 3 minutes, quelqu'un dit en tout cas, j'aimerais parler, vous regardez, non, non, pour ce sujet, je pense que l'on peut repousser ça, on puisse parler de ça après. Donc, de manière pratique, vous pensez quoi? Qu'on devrait aller plutôt aux élections? Vous voulez dire qu'on devrait aller plutôt aux élections et ouvrir les dialogues après les élections? Si on doit revenir, en tout cas dans la réalité des faits. Oui, les élections, nous parlons ici, il y a certaines élections qu'on ne peut pas contourner. C'est-à-dire que l'on parte au dialogue ou pas, dialoguer c'est bon. Mais on ne doit pas repousser la date des élections présidentielles et ni la date des élections législatives, c'est-à-dire que nous parlons de la députation nationale. Ça, on ne doit pas contourner. Il faut qu'en 2016, les gens à travers le monde puissent voir que, en tout cas, les Congolais ont mûri, qu'il y a de la maturité, que l'on ne puisse pas créer une crise qui n'existait pas au Congo. Alors, si on devrait aller au dialogue, la prochaine question d'abord. Le PDT, vous êtes le Parti des travailleurs, vous êtes pour ou contre le dialogue? Parce que c'est cela même la question aujourd'hui qui défraie la chronique. On a vu 2 groupes se créer. Hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. J'ai répondu de cette façon. Vous allez au dialogue sur base d'un contenu. On doit connaître l'objet du dialogue. Si l'objet du dialogue fait que nous remarquons, le PDT voit que non, ce dialogue-là va nous repousser, va reculer les élections, là le PDT va dire non. Mais si c'est quelque chose que l'on peut discuter en 1 heure, en 2 jours, moi je ne pense pas qu'il y a des choses, on doit discuter tous les problèmes du pays, parce que autrement, ça devient, nous sommes, disons, je dirais, nous sommes dans une démocratie représentative, c'est-à-dire que le chef de l'État ne doit pas se mettre là-bas en train d'écouter les doléances de tous les constituants à travers les pays. Ça, ce n'est pas sa responsabilité. C'est pour cette raison-là que l'on élit, par exemple, les députés provinciaux et les députés nationaux. Ils vont aux élections, on les choisit pour qu'ils nous représentent, qu'ils représentent les différentes couches sociales, pour que, lorsque ces personnes ont des problèmes, cette personne-là qu'ils ont élue puisse aller et présenter leurs problèmes. Ce n'est pas au chef de l'État de commencer à aller faire le travail que les députés devraient faire. Donc pourquoi on les a élus? Alors, selon vous, il y en a qui parlent justement de la question de ces élections en parlant d'élections apaisées. Aller au dialogue pour des élections apaisées, pour ne pas connaître ce qu'on a eu en 2006 et en 2011. Vous ne pensez pas que cela est fondé, que justement cette question-là suffise pour qu'on puisse aller à un dialogue et justement s'entendre sur comment aller à ces élections-là? Oui, mais apaiser, quel est le problème qu'on a aujourd'hui? Parce que on peut parler, c'est vrai, c'est ça ce que l'on dit. C'est pour qu'il... Il y en a qui pensent qu'il n'y a pas assez d'argent pour aller organiser toutes les élections. Non, mais le problème d'argent a été déjà résolu. Hier, le chef de l'État a reçu des diplomates et puis les gens, donc ils sont venus. Tout le monde a dit clairement que l'argent c'est un faux problème parce qu'ils sont prêts à mettre l'argent à la disposition de notre pays. Donc l'argent est là. Il y a de l'argent, ce n'est pas un problème. Et je pense que ça ne devrait pas constituer un obstacle. Les élections apaisées, si on veut des élections apaisées, il y a beaucoup d'autres choses que l'État congolais doit faire. Vous savez, aujourd'hui, les Congolais sont en train d'être menacés partout à travers le monde. Nous voyons, nous parlons en Angola par exemple, on est en train d'expulser des Congolais. Mais ça, ce sont des choses que l'on devrait discuter. Pourquoi les Congolais sont devenus des sujets ridicules? Pourquoi on est en train de les chasser à travers le monde? On doit résoudre ces histoires-là. On doit voir qu'est-ce que l'on doit faire pour rendre la vie meilleure aux gens. Le rôle d'un gouvernement, c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le rôle d'un gouvernement, c'est de pouvoir améliorer les conditions de vie de ses citoyens et d'en assurer la sécurité. Donc, ce n'est pas de continuer à maintenir le pouvoir. On doit servir, c'est de l'apostolat, ce n'est pas pour s'enrichir. Je vois souvent ces histoires, je suivais les enfants à la radio en train de dire pourquoi ils doivent aller à l'école. Et j'ai entendu un enfant dire par exemple qu'il faut étudier parce qu'un jour vous pouvez devenir Premier ministre, vous pouvez devenir ministre. Ça m'a fait mal. J'ai trouvé ça vraiment un peu gênant, un peu banal que les enfants pensent que dans la vie, on doit avoir comme objectif de devenir politicien. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'ils voient au Congo. C'est la politique qui paye. Mais
Ailleurs, par exemple, si vous êtes dans d'autres pays développés, prenons le cas des États-Unis d'Amérique, vous demandez à un enfant qu'est-ce que vous voulez devenir, il veut devenir le prochain savant, le prochain inventeur, il veut devenir comme Bill Gates, il veut devenir comme Steve Jobs, il veut devenir comme quelqu'un qui a quand même apporté une contribution dans la société sur le plan scientifique, sur le plan technique, mais ce n'est pas que vous cherchez à devenir un politicien. Donc, vous voyez, ce sont des histoires pareilles. Pourquoi les Congolais sont en Afrique du Sud? On les brûle, on les chasse. Il y a eu la xénophobie que vous connaissez. On chasse les Congolais partout. On les a chassés même de Brazzaville. Ce sont des choses qu'on doit rebattre. L'État devrait se mettre pour dire mais pourquoi mon peuple est en train de souffrir, comment on doit l'aider. C'est un problème qu'on peut résoudre en 4 heures. On n'en a pas besoin de faire, par exemple, des semaines ou des mois. Très bien. Alors, c'était votre commentaire sur la première actualité, mais on va rester dans le même registre. On va suivre d'autres intervenants qui aussi donnent leur point de vue sur ces consultations nationales en vue du dialogue. Nous sommes tout à fait prêts d'accorder le plein soutien de la communauté internationale pour les élections. Mais c'est basé naturellement, c'est connu, sur les principes de la résolution des Nations Unies. Les principes, et ici je veux un consensus, d'effectuer les élections libres, de faire les élections paisibles, donner l'espace à l'opposition, garder les standards internationaux en ce qui concerne les élections. La Constitution devrait être respectée, c'est le contenu dans la résolution, et aussi le calendrier électoral doit être gardé, menant jusqu'au novembre 2016 les élections présidentielles et législatives. Il faut avoir les interlocuteurs aussi qui sont d'accord avec les bons offices. Nous ne sommes pas des joueurs politiques. Nous ne sommes pas les acteurs politiques, mais nous pouvons offrir, si les partenaires le désirent, nous pouvons offrir les bons offices, nous pouvons offrir une facilitation, nous aussi pouvons offrir alors seulement le témoignage. Nous sommes en faveur du dialogue pour trouver une solution aux problèmes concrets qui se posent. Nous les connaissons, ils ont été cités, le calendrier, le fichier, le budget. Et donc nous sommes en faveur effectivement de ce dialogue. Le président nous a demandé de jouer un rôle positif et nous avons répondu que nous sommes prêts en tant qu'Union européenne à jouer un rôle positif pour des élections qui soient libres, transparentes, démocratiques, tenues selon les échéances constitutionnelles et dans un climat politique apaisé, et que l'Union européenne est prête en principe à apporter son appui au processus électoral, et nous en discuterons demain au comité de partenariat avec la CENI, puisqu'il appartient à la CENI d'établir un calendrier faisable et réaliste. Vous savez que ce pays, depuis longtemps, a traversé des moments difficiles, et surtout quand on s'approche à une période tellement cruciale, les élections. En 2006, on les a organisées, elles ont débouché sur une violence. En 2011, c'était la même chose. Et le chef de l'État a estimé qu'il y a une matière essentielle à protéger, c'est-à-dire la paix et la sécurité. Voilà pourquoi il a estimé qu'en parlant avec les Congo profonds, nous devrions ensemble pouvoir mettre nos efforts en commun pour que le processus que nous attendons demain puisse se dérouler en sauvegardant les acquis. De deux, nous avons salué l'esprit renouvelé du dialogue et d'écoute que le chef de l'État a toujours développé pour que ces pays qu'il gère depuis une dizaine d'années puissent sauvegarder ses acquis, comme je l'ai dit, la paix et la sécurité. Aujourd'hui, je suis heureux, bien que l'opposition radicale dans laquelle je me trouve est d'abord patriote. Nous avons d'abord estimé sauver le Congo. À ce moment-là, nous étions incompris. Il y a même ceux qui ont pensé que nous avons déjà rejoint la majorité. Aujourd'hui, tout le monde porte la responsabilité de se prévaloir de l'accord cadre. Et c'est cet accord cadre qui est à l'origine de l'incitation pour booster les dialogues dits inclusifs.
Alors très bien, vous venez d'avoir là la réaction, vous parliez de la communauté internationale et de son appui. On a eu après la réaction des acteurs politiques aussi qui ont donné leur point de vue et aussi les gouverneurs de province, ceux qui gèrent au quotidien la vie des Congolais à travers la République. Alors quelle est votre lecture? Il y a des mots qui sont revenus, élections paisibles, calendrier, budget, bons offices de la MONUSCO. Ce qui m'a intéressé, d'abord, c'est comme on dit, il y a une rétention sélective, comme on peut dire. Pour moi, il y a, par exemple, ils ont parlé du problème du calendrier, du problème du budget et du problème des fichiers. Et le PDT, qu'est-ce qu'il en pense? Non, mais moi, je pense que c'est justement ça. J'avais signalé ici que pour les calendriers, pour le PDT, s'il y avait un problème de calendrier, s'il y a certaines petites élections, excusez-moi les termes, mais s'il y a des élections locales que l'on peut, à cause du calendrier, que l'on trouve à cause du budget, que l'on trouve que vraiment faire toutes ces élections qui restent serait pratiquement impossible parce qu'il y a un problème de fichier, parce qu'il y a un problème de budget, parce que le calendrier ne nous permettra pas d'organiser plusieurs élections. Pour les PDT, nous disons alors néanmoins qu'on ne puisse pas bousculer les élections législatives de 2016 et les élections présidentielles. Du moins, nous n'aurons pas un problème de calendrier. Pour les budgets, la communauté internationale dit que ça, c'est un faux problème parce qu'ils sont prêts. Ils sont prêts à apporter leur rapport, ils sont prêts à donner de l'argent. Vous vous souvenez qu'en 2006, en 2011, ils ont aussi promis comme ça, mais ils n'ont pas toujours financé comme ils avaient promis de le faire. Est-ce que vous pensez que cette fois, ils vont tenir leur promesse à 100%? Bon, moi, je ne peux pas parler à leur place. Ça, c'est une question qu'il faut leur poser pour leur dire, en 2006, 2011, vous avez promis, mais qu'est-ce qui peut garantir que cette fois-ci, vous allez donner? Donc, je pense que cela a à faire plus avec... ce sont des choses, je pense, auxquelles la communauté internationale est aussi consciente. Et ça demande un dialogue pour leur poser, justement, comme vous parlez du dialogue ici, on peut leur dire, mais écoutez, en 2006, vous aviez promis, en 2011, vous avez promis, mais votre soutien, votre apport n'était pas à 100%. Pouvez-vous nous garantir que cette fois-ci, nous aurons de l'argent? Et je pense que la réponse sera oui. Parce que je pense, nous vivons dans un monde global. Les gens se posent la question pourquoi la communauté internationale est intéressée au problème du Congo. Rappelez-vous que le Congo, c'est le seul pays qui a la plus grande force de la MONUSCO, voilà. Bon, des Nations Unies, parce que MONUSCO, ça s'est fait au Congo. Mais la plus grande force de paix des Nations Unies, c'est au Congo. On n'en trouve pas ailleurs. Ça montre que la communauté internationale a des intérêts au Congo qu'elle voudrait aussi garantir. Donc, à cause de cela, je pense que ça va de leur intérêt de pouvoir s'assurer que le Congo passe par des élections paisibles et ils sont prêts à financer. Le problème du calendrier ne va pas se poser si nous privilégions d'abord les élections législatives de 2016 et les élections présidentielles. Parlons du budget. Est-ce que, justement, lorsque on suit votre analyse, justement, ceux qui émettent des réserves par rapport à la communauté internationale, on peut dire qu'ils ont raison. Ceux qui veulent qu'on ait un dialogue, ils ont raison parce que si on doit, comme vous le dites, vous au PDT, éliminer certaines élections ou le reporter à une date ultérieure, donc il faut aller au dialogue pour justement se convenir de ça. Oui, mais ça prend combien de temps? Ça ne peut pas prendre, c'est quelque chose qu'on peut résoudre dans 4 heures. Ça va prendre combien de temps? On n'a pas... Vous savez, moi... Je viens d'une base biblique, une base chrétienne. Vous me permettez, je vais dire ici que dans Ecclésiaste, chapitre 10, verset 10, on dit que lorsque une hache n'est pas aiguisée, il faut beaucoup d'efforts, il faut redoubler beaucoup d'efforts pour couper un arbre. Mais quand on a la sagesse, on a un avantage. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent des mois et des mois, on doit palabrer pour des petites histoires. C'est parce que ceux qui sont en train de palabrer manquent, c'est comme on dirait, ce sont des haches non aiguisées. Ça, ce n'est pas mon langage, c'est un langage biblique. Si vous êtes vraiment une hache aiguisée, vous n'aurez pas besoin de plusieurs mois. Vous pouvez faire ces mêmes histoires-là en 4 heures. Jusque-là, on n'a pas parlé du temps que ça va prendre. Jusque-là, on parle d'abord des sujets à débattre et on parle de l'opportunité, justement, de ces dialogues-là. Alors, maintenant que vous avez relevé tout ça, est-ce que vous pensez que ces dialogues peuvent s'ouvrir et justement aboutir à une résolution qui puisse permettre à ce qu'on aille aux élections de manière pacifique? Vous pensez, sinon, alors vous pensez que ce calendrier peut nous amener vers des élections pacifiques? Non, si nous parlons de ces problèmes qui ont été évoqués là-bas,
nous pouvons toucher chacun de ces problèmes en quelques heures. Tout au plus en un jour. Ok. Ah, on voit que vous êtes allé de 4 heures à 1 jour. Non, je dis tout au plus un jour. Oui. Parce que vous n'aurez pas à faire seulement avec des haches aiguisées. Vous allez retrouver des gens qui ne sont pas des haches aiguisées. Et ce qui fait que, dans l'ensemble, ces gens-là pourront essayer de lastifier la durée même de ces dialogues. Mais ce n'est pas quelque chose vraiment qui va nécessiter plusieurs semaines. Qu'est-ce que vous pensez des bons offices offerts par la MONUSCO? Mais la MONUSCO est ici au Congo pour quelles raisons d'abord? Parce que ces bons offices sont nécessaires. La MONUSCO est au Congo ici pour maintenir la paix. Donc, lorsque la MONUSCO dit qu'ils sont là pour offrir des bons offices, mais pourquoi j'ai vu des gens qui étaient en train de s'acharner de ça? Et ça m'a étonné. Ça m'étonne que les gens disent, non, mais écoutez, eux, ils sont... Mais la MONUSCO, c'est qui? La MONUSCO n'est-elle pas partie intégrale de ces pays dans le sens où, je ne dis pas qu'ils sont des Congolais, nécessairement, mais ça fait partie de notre fibre dans ces pays pour le maintien de la paix dans ces pays. Donc, les gens qui commencent à s'acharner, qui utilisent des discours gauche-droite, mais la MONUSCO nous parle de bons offices, laissez-nous les Congolais faire ceci, entre nous, c'est pas quelque chose, il n'y a rien que nous devons craindre, nous devons accepter, parce que la MONUSCO est au Congo pour maintenir la paix. Quand ils offrent les bons offices, nous devons accepter. Alors, le PDTI, vous êtes dans l'opposition, vous êtes plutôt dans la majorité ou centriste? Nous sommes centristes. Nous croyons qu'au Congo, il n'existe pas une opposition réelle. Pourquoi? Tout ce que nous trouvons, c'est une opposition de façade. Généralement, nous trouvons des gens qui sont intéressés à leurs propres intérêts, comme on dit, qui ne parlent pas pour la population. Vous savez, aujourd'hui, je revenais d'une rencontre des jeunes. J'ai vu des jeunes gens qui représentent plusieurs associations de jeunes. On a parlé avec eux. Ils sont déçus. Ils sont déçus de ce qu'on appelle ici au Congo l'opposition, parce qu'ils ont vu que c'est une opposition qui ne les représente pas, qui ne représente même pas leurs intérêts. Ils voient aujourd'hui des gens qui sont... quand on les appelle, on dit non, venez, nous allons nous réunir, on va créer un gouvernement d'ensemble, et ils sont prêts à aller, ainsi de suite. Moi, je pense que si vous êtes président d'un pays ou bien vous êtes au gouvernement, ce n'est pas nécessaire et ce n'est pas une bonne chose de prendre des gens qui ne partagent pas votre point de vue et de les mettre ensemble pour diriger votre agenda. Parce que leur agenda est différent du vôtre. Donc, il faut que le parti au pouvoir puisse prendre la responsabilité, puisse accepter la responsabilité. Lorsque le parti échoue, on sait que c'est le parti au pouvoir qui a échoué. Le projet qui est en train d'être implémenté, c'est le projet de tel parti. Cela ne veut pas dire que ce parti-là n'écoute pas les autres et qui sont en opposition, mais néanmoins, on ne doit pas entrer là-bas pour se partager le butin. Ce que nous trouvons aujourd'hui au Congo, vous allez voir des gens qui se disent opposants, on l'appelle, il dit ah mais c'est notre temps, on doit se partager le butin. C'est le partage du butin. Nous ne sommes pas de la majorité, nous ne sommes pas de l'opposition, nous sommes là pour le peuple. La majorité ne parle pas pour le peuple. L'opposition, la soi-disant opposition ne parle pas pour le peuple. Nous parlons pour le peuple. Les autres sont en train de... Comment vous expliquez ça? Bon, par exemple... Parce que tout le monde parle au nom du peuple. Vous aussi, maintenant, vous dites que vous parlez au nom du peuple. Oui, nous parlons au nom du peuple parce que je ne dis rien ici, sur ce plateau, qui n'est pas le résultat des entretiens avec le peuple. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, je viens de parler pratiquement avec 25 leaders de différents groupes de jeunes qui m'ont dit, aujourd'hui même, en ce jour avant de venir ici, qui nous ont dit dans la réunion que ceux de l'opposition ne sont pas en train de parler d'eux. Et d'ailleurs, pour eux, ils ont dit, ils sont non seulement choqués, mais ils se sentent insultés qu'ils n'aient pas été consultés par rapport à ce dialogue. Très bien. Alors, justement, puisque nous parlons d'opposition, nous allons un peu voir ce qui se passe de ce côté de l'opposition depuis l'ouverture de ces consultations en vue du dialogue. Regardez.
Consultation en vue de la tenue du dialogue en RDC, le député national et président du AMPCR, Jean-Claude Wemba, trouve que le vrai dialogue aujourd'hui, c'est l'organisation des élections provinciales en vue du remplacement de toutes les institutions obsolètes. Ceux qui sont allés aux consultations, c'est bien. Si vous croyez faire avancer le Congo, tant mieux. Mais en ce qui concerne le dialogue, vous allez encore sortir de l'argent pour un dialogue encore. Là où les gens vont venir en sachant qu'ils vont devenir des ministres. Ou bien même proposer les glissements. Vous avez entendu ce que le président du Sénat, porte-parole de l'opposition républicaine, a dit avant-hier à sa sortie de son audience chez le président de la République. Il n'y a pas d'argent. Les élections, on doit l'envoyer aux calendes grecques. Et les 200 millions de dollars que le Premier ministre nous envoie ici à travers son ministre de Finances au budget. Depuis 2012, nous sommes déjà à combien? 600 millions. En 2015, on passera à 800 millions. Où est-ce que ça y est? La proposition ne considère pas tout ça. Bien que nous recevons des menaces, on va vous arrêter, on va faire... Vous préparez à manger et vous m'appelez, je ne vais pas manger, vous allez m'arrêter comment? Même si c'est votre propre justice, vous allez m'arrêter comment? Les consultations qu'on est en train de faire et les dialogues, pour nous, c'est rien. Pour nous, on met l'argent à la CENI, il n'y aura pas le candidat qui a déjà fait des mandats, il ne doit pas se représenter. Et les élections devaient être libres. Pas que la CENI cherchait l'argent dans tel coin, non, on met l'argent qu'on a travaillé pendant 10 ans, 1,5 milliard, on va organiser les élections. Donc pour nous, l'affaire va se régler. Mais si on doit faire des histoires, des montages, on ne veut pas organiser les élections parce qu'on veut s'éterniser, pour nous, nous ne sommes pas partie prenante. Mais... Ni la nuit, ni le jour. Mais nous sommes là pour aller aux élections. Les peu qu'on va gagner, on gagne. On ne peut pas, on doit se contenter, c'est tout. La tempête souffle au sein du groupe parlementaire UNC allié et des dégâts, voire des graves dégâts, se font déjà sentir et les fissures sont béantes. Steve Mbikaï, député national et président du Parti travailliste, vient d'être évincé de ce groupe parlementaire. Mais pour lui, cette décision ne vient qu'enfoncer une porte déjà ouverte, même grandement ouverte. Depuis le 21 mai 2015, j'avais adressé un message au groupe parlementaire UNC et alliés pour lui dire ma décision de quitter ces groupes du fait que nous ne défendons pas les mêmes idées. 1. Ils font une opposition pro-Occident et j'ai fait une opposition nationaliste et panafricaniste. 2. Vital Kamerhe a des ambitions présidentielles pour 2016 et moi, j'ai des ambitions présidentielles pour 2021, mais je vais commencer à m'exercer en 2016. Il est donc hors de question que je sois derrière Kamerhe et qu'il me donne l'ordre de répondre à l'invitation du chef de l'État ou non. Or, moi, je ne lui donne pas l'ordre de ne pas répondre aux invitations de ces maîtres occidentaux. Très bien, vous avez suivi. Une réaction déjà? Ah, mais là, c'est très intéressant parce que nous parlons de... je ne veux pas entrer dans l'histoire d'un autre parti politique. Ça, vraiment, c'est à eux de pouvoir parler. Mais j'étais quand même intéressé à l'un des intervenants là-bas qui a parlé de cette histoire d'argent. Vous voyez, quand on parle, on n'a pas d'argent, il faut éviter de s'engager dans des palabres qui vous coûtent encore l'argent. Et ça, c'est vraiment très sage. D'ailleurs, j'avais parlé de ça dans l'une des émissions et je pense que l'un des intervenants a parlé dans ce sens-là. Vous ouvrez un dialogue, c'est comme j'ai dit, dialoguer, c'est pas mal. Mais vous ouvrez un dialogue, vous devez voir ce que ce dialogue va vous coûter en termes de temps et en termes d'argent. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, que nous n'avons pas d'argent, mais nous voulons faire encore comme une autre conférence nationale souveraine qui va nous prendre du temps et nous bouffer encore l'argent. Donc, qu'il n'y ait pas glissement. La position
de certains partis, certains membres d'opposition revient quand même, donc nous rejoint là où moi je disais que faisons trop attention. Parce que le peuple congolais n'est pas naïf. Ce ne sont pas des enfants. Et on ne doit pas chercher à les tourmenter et on ne doit pas chercher non plus à les provoquer. Ils sont là, ils sont en train de suivre. Si vraiment nous avons les intentions de pouvoir voir comment nous pouvons faire des élections apaisées, alors que ce soit vraiment ça. Mais si on commence à chercher à faire un glissement, nous allons créer une crise. Mais jusqu'ici, personne n'a parlé de glissement. Pourquoi vous parlez de glissement? On sent si l'opposition... Est-ce qu'il y a des indices sérieux qui vous montrent que aujourd'hui, on est en train d'avancer vers un glissement? Bon, je pense que ceux qui sont en train de dire, parce que c'est ce que la population, c'est ce que les Congolais sont en train de dire, ceux qui sont en train de dire, sont en train de le dire sur base du bilan passé. Ils ont vu qu'ils ne peuvent pas faire confiance aux politiciens parce que dans le passé, ils ont déjà démontré des intentions de pouvoir faire un glissement. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde aujourd'hui cette opposition, tout à l'heure vous venez de suivre ce qui se passe avec Steve Mbikai, il était dans un regroupement politique et ce regroupement au départ demandait qu'il y ait un dialogue. Aujourd'hui, ils ne veulent plus, certains en son sein ne veulent plus du dialogue, mais Steve Mbikai, lui, il veut quand même du dialogue. Est-ce que vous-même, les politiciens au sein de l'opposition, parce que là, vous avez quand même un point de vue proche de celui des certains opposants, vous ne dansez pas le tango en même temps? Ça ne rejoint pas la position justement de ces jeunes que vous avez rencontrés, qui sont déçus par vous, les politiques? Bon, le problème, c'est quoi? C'est le problème de timing, comme on le dit. Vous allez quelque part, vous vous retrouvez à Sun City, vous vous retrouvez à Addis Abeba, vous vous retrouvez n'importe où, ainsi de suite. Quand les gens disent « dialoguons », vous refusez de dialoguer. Et vous attendez, par exemple, qu'il vous reste très peu de temps. Quand il n'y a pas beaucoup de temps, les gens disent « non, mais quand nous avions demandé de dialoguer, ces gens n'avaient pas voulu. Maintenant qu'ils sont presque à terme, ils veulent dialoguer, mais quelles sont leurs intentions? Parce que peut-être qu'en ce moment-là, on pensait que ces dialogues pourraient prendre plusieurs mois ou même une année. Je donne seulement des temps estimatifs. Mais quand on voit que les gens viennent commencer à vous demander, dialoguons maintenant, dit, mais tiens, mais à cette heure ici, non, il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Donc c'est ça. Vous pensez qu'il est tard pour bien faire? Parce qu'il y a certains, on a suivi les gouverneurs de province qui parlent de sauvegarder les acquis, les diplomates qui parlent de la paix aussi, qui doit être sauvegardée. Vous pensez qu'il est tard pour bien faire? Pour certaines personnes, je ne pense pas qu'on peut continuer à donner les bénéfices des doutes. Parce que c'est sur base du bilan. Nous voulons la paix. Le peuple congolais veut la paix. Le peuple, c'est pourquoi j'insiste que si nous ne faisons pas attention, nous allons entraîner les gens dans un chaos dans lequel le pays ne se trouve pas encore. Donc, c'est pour cela que nous devons faire trop attention. Lorsque nous voulons nous engager dans ces dialogues, si nous parlons du budget, alors nous savons déjà que nous avons beaucoup de gens, beaucoup de sources. Là, les problèmes d'argent, de financement, c'est un faux problème. Si nous parlons du temps pour le calendrier électoral, ça, c'est aussi un faux problème parce que l'opposition, moi, je ne suis pas de l'opposition, mais j'ai écouté l'opposition, j'ai écouté aussi la majorité, j'ai écouté le peuple. Le peuple dit qu'il y a des élections qu'on ne pourra jamais contourner. On ne peut pas contourner les élections législatives et on ne peut pas contourner les élections présidentielles. Donc, on ne peut pas dire que les gens ont changé d'avis. Mais si moi je viens aujourd'hui... C'est aussi le point de vue de la majorité. Ils sont très clairs aussi sur cette question-là. Ah, mais si c'est ça leur point de vue, c'est une très bonne chose. Donc, nous savons néanmoins qu'il n'y aura pas de glissement parce que s'ils peuvent dire, c'est à eux de pouvoir garantir la population parce que c'est le peuple qui est en train de demander. Le peuple ne veut pas qu'il y ait glissement. Le peuple veut que l'année prochaine, en 2016, qu'il y ait remise et reprise. Alors, puisque vous parlez justement des élections, vous insistez sur des... Alors, vous, le PDT, vous êtes candidat à toutes les échéances électorales? Nous serons candidats à toutes les échéances électorales au Congo.
jusqu'à la magistrature suprême. Alors, parlons justement de ça. En ce qui concerne la jeunesse, par exemple, puisque c'est ça, hein, tout le monde qui veut se présenter aux élections et tout le monde qui prétend et qui pense pouvoir mieux faire. En ce qui concerne la jeunesse, puisque vous avez parlé de jeunes, quel serait aujourd'hui, quel est le plan d'action de la jeunesse? Quels sont les problèmes de la jeunesse congolaise? Oui, merci beaucoup. Ça, c'est une question très importante parce que nous avons parlé avec la jeunesse et nous continuons à parler avec les jeunes. Le plus grand problème des jeunes, c'est le problème du travail, le problème d'emploi et le chômage, s'il faut le dire. Les jeunes gens sont tellement frustrés de voir qu'ils vont à l'école. Les parents se débrouillent, les parents se démènent. On les fait passer à l'école, ils travaillent, ils très dur, ils obtiennent des diplômes et ils sortent de l'université. Ils vont faire 5 ans, 10 ans, 15 ans, même 20 ans sans emploi. Et cela ne va pas. Comment juguler cela? Le PDT, vous pensez faire comment? Nous allons éradiquer le chômage, nous allons éradiquer la pauvreté. Le PDT va créer de l'emploi et nous pensons... Comment? Parce que vous serez, si vous y arrivez, vous n'allez pas déplacer le Congo, il va rester là, ça sera en Afrique, avec toutes les réalités, les contraintes que l'actuel gouvernement connaît sur le plan économique international. Comment comptez-vous le faire? Oh, mais non, ça c'est la moindre des choses. Je vais vous dire une chose, que le PDT est à mesure de créer des milliardaires. Je dis bien, et ça ce n'est pas une exagération, de créer des milliardaires, mais... Les ressources sont là. Nous allons créer de l'emploi. L'un des exemples des emplois. Oui. Dans le domaine de l'infrastructure, par exemple, nous parlons d'un pays où les infrastructures n'existent pas. Les routes n'existent pas, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'infrastructure. Partout à travers le pays, si le PDT... le PDT pense utiliser ça comme une base, par exemple, pour pouvoir créer de l'emploi. Le PDT... Nous parlons des domaines, par exemple, de l'agriculture, les domaines de l'élevage, l'agropastoral et toutes ces choses-là. Le gouvernement, il travaille déjà sur ça. Vous avez parlé de routes, il y a un début. Vous parlez du domaine agropastoral. On a l'un des premiers parcs agro-industriels qui vient d'être lancé. Comment vous pensez? Vous voyez que vous allez quasiment appliquer la même recette. Et il y a combien de Congolais qui travaillent dans ces routes-là? Non, mais allez-y, expliquez-nous comment vous allez faire. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez des routes. Oui. Les contrats de route, il y a combien de Congolais qui sont en train de travailler? Où sont ces routes-là? Parce que lorsque nous parlons d'amorcer des travaux d'infrastructure, c'est à travers tous les pays. Et nous parlons ici que lorsqu'il y a construction de routes, parce que le pays tout entier est vierge dans ce domaine-là, il faut que les jeunes gens qui font des études en bâtiment, par exemple, commencent à être largués sur la construction des ponts, des routes et des immeubles publics. Nous parlons des écoles, nous parlons des hôpitaux, nous parlons de tout ce qui a infrastructure ici au Congo. Nous parlons des routes, des autoroutes qui n'existent pas. Nous parlons des chemins de fer qui vont employer des millions et des millions de personnes. Très bien. On va passer à un autre sujet. Nous allons continuer dans le même sens puisqu'on parle déjà de modernisation. On parle de ce que vous pensez faire puisqu'on va bientôt aller justement à ces élections. Allez, on va suivre le prochain et puis le prochain élément d'actualité. Nous revenons sur ce plateau. La perception de la totalité du salaire par le bénéficiaire. 2. Le paiement du salaire dans le mois. 3. L'accès au crédit. S'agissant particulièrement des prêts accordés aux agents et fonctionnaires de l'État, clients de différentes banques, il sied de signaler que celles-ci, confiantes en l'avenir de la réforme, ont accru leur offre de crédit avec comme seule garantie exigée la domiciliation pérenne des
C'est une réforme qui a été acceptée par tout le monde, mais qui ne s'applique pas comme il se doit. Les fonctionnaires ne se retrouvent pas dans la bancarisation. On leur retire de l'argent sur leur compte. Ils ne bénéficient d'aucun avantage auprès des banques. Or, si vous avez un compte, vous avez le droit d'avoir des crédits auprès des banques. Donc c'est une vaste escroquerie, tout simplement, vis-à-vis des fonctionnaires. On ne peut pas circuler avec de billets de banque dans nos poches. Tout doit être logé dans des comptes bancaires qui favorisent l'épargne. L'épargne contribue au développement. Bon. Mais dans la manière de faire, on ne comprend pas. Pourquoi il n'y a que telle banque qui gère le processus de bancarisation et pourquoi pas telle autre banque? Nous étions de ceux qui ont soutenu cette réforme parce que on voyait dans le passé les comptables d'État s'enrichir insolemment, construire des immeubles. Alors lorsque vous regardez son salaire, il ne peut en aucun cas se permettre de construire un tel immeuble. Et donc, nous avions soutenu la bancarisation pour juguler un peu cette fraude. Mais par manque de contrôle sur le terrain, cette réforme crée beaucoup plus de problèmes aujourd'hui qu'il n'en a résolu. Nous avons cru qu'avec la bancarisation, la situation s'est améliorée. La situation ne s'est pas améliorée, elle est devenue même pire qu'avant. Pire dans la mesure où il y a des difficultés pour retracer les reliquats. Vous avez suivi vous-même les ministres du budget. À peine nommé lui-même, il nous a dit qu'il a découvert une mafia là qui s'élèverait à quelque chose comme 169 millions de francs congolais par mois. Mais nous disons qu'il n'y a aucun encadrement du processus de bancarisation. Très bien, hein, vous venez de suivre, on parle là de bancarisation, c'est-à-dire qu'on parle de modernité, hein, on laisse les comptables pour aller vers un système moderne, la banque. Alors, vous avez suivi le ministre d'État, vous avez suivi le député national, vous êtes professeur des antiques aux États-Unis. Quelle est votre réaction? Bon, je pense que le grand problème qui se passe ici, c'est que bancariser les systèmes de paiement, c'est une très bonne chose. Mais la façon de faire les choses n'est pas en train de résoudre les problèmes au Congo. Et c'est sur plusieurs fronts. Je commence par dire que si vous voulez bancariser un système, il faut d'abord commencer par créer des banques à travers toute l'étendue du pays. Vous devez avoir dans chaque village, dans chaque endroit où il existe des fonctionnaires de l'État, partout où il y a des écoles, dans chaque village où il y a une école, où il y a des gens qui travaillent à la commune, vous devez avoir des banques. Et les banques doivent être connectées par un système de réseau, comme vous le savez. C'est-à-dire que le problème est multiple. Parce qu'ici, vous devez avoir une technologie avancée, celle qui n'existe pas au Congo, bien sûr. Vous devez avoir une technologie avancée. On a la fibre optique au Congo, mais qui n'est pas, à mon avis personnel, qui n'est pas exploitée comme elle devrait être exploitée. Elle n'est pas utilisée comme elle devrait être utilisée. Vous avez quelqu'un qui se trouve, par exemple, à Boulungu, là-bas, dans les Bandundu. Vous lui payez par banque. L'argent part dans une banque. À Boulungu, il n'existe pas de banque. La personne doit voyager de Boulungu jusqu'à Kikwit pour aller retirer l'argent. Et en cours de route, cette personne peut être dévalisée. Donc, on peut voler cet argent. Il se promène avec de gros billets. Ou bien, ce n'est pas tout le monde qui peut aussi se déplacer. On doit envoyer quelqu'un pour se déplacer, aller retirer l'argent de tous les agents. Ça n'a pas résolu un problème. La meilleure façon aurait été de pouvoir mettre des banques partout. Et quand les gens sont payés, ils ont leur carte de banque. Ils peuvent utiliser ça pour soutirer l'argent là où ils sont. Comme ça, ils sont en sécurité. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous parlons d'un problème qu'on a découvert, par exemple, encore une autre mafia, l'argent qui est en train de disparaître. Et ça démontre d'une certaine carence d'expertise au pays ou bien dans la machine de l'État. Parce que nous faisons ce qu'on appelle une sécurité des réseaux de télécommunications. Et nous pouvons aussi faire ce que nous appelons une analyse forensique
électronique ou bien en télécommunication pour découvrir s'il y a, par exemple, des fuites d'argent et des choses pareilles. On pouvait détecter ça en rien de temps. Mais si ça ne se détecte pas, c'est parce qu'il y a une certaine carence d'expertise dans ce domaine des nouvelles technologies, de l'information et des communications que l'on trouve ici au Congo. On peut résoudre ça. Ce n'est pas compliqué. C'est question d'une certaine volonté politique. Les experts, on en trouve, il y en a partout, mais ils peuvent sécuriser ces systèmes-là. On parle, vous utilisez les termes modernisation. Le terme modernisation au Congo, je pense que les gens doivent essayer de freiner un peu avec l'utilisation des termes modernisation. Le Congo est encore très loin. Et j'entends même, non seulement on parle de terme modernisation, il y a même, on utilise le terme révolution de la modernisation. Je comprendrais encore si on disait que, par exemple, nous sommes en voie de moderniser les choses. Mais parler, par exemple, d'une révolution de la modernisation serait insulter notre intelligence quand même. Parce que nous connaissons ce que c'est la modernisation. Il n'y en a pas actuellement au Congo. Donc, nous trouvons là un besoin réel de pouvoir bancariser les systèmes parce qu'il ne faut pas que les gens se promènent avec de gros billets ou avec beaucoup d'argent en main. Mais il faut quand même mettre sur place des structures qui vont permettre à ce que les gens puissent bénéficier de cette bancarisation. Vous avez parlé tout à l'heure de révolution, de modernité. On n'a pas dit qu'on était dans la révolution. On a dit qu'on allait aller vers cette révolution. Mais justement, puisque vous parlez de modernité qui est un mot trop fort, par où est-ce qu'elle devrait commencer, la modernité? Si elle devrait commencer ici, en RDC? Pour moi, je trouve qu'il y a deux domaines dans lesquels la modernité devrait commencer ici au Congo. Et ces deux domaines doivent être abordés simultanément. Nous parlons des infrastructures d'une part et nous parlons de la télécommunication d'autre part. Ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui se vit maintenant là. C'est un début dans les infrastructures, un début justement dans les PTNT. Mais justement, allez-y. Alors si vous, le PDT, vous devriez commencer dans ces deux domaines, comment vous y serez pris? Non, mais quand vous parlez de la... Prenons les cas, pour vous montrer, prenons les cas des routes. Ici, au Congo, les gens parlent qu'il y a la révolution de la modernité, il y a des routes qui se construisent, il y a des autoroutes. Personnellement, j'ai cherché ces autoroutes, je n'ai pas trouvé une seule autoroute au Congo. J'ai vu le boulevard Lumumba et le boulevard du 30 juin. J'ai cherché, j'ai dit, mais où sont ces autoroutes? Je n'en trouve pas. Et ce sont des routes qui sont très mal construites. Très mal construites. Parce que si vous parlez aujourd'hui que ce sont, par exemple, des Chinois qui ont construit ces routes, chez eux en Chine, c'est comme ça qu'ils construisent des routes publiques. Vous êtes sur une route avec 4 bandes d'un côté, 4 bandes de l'autre côté. Quelqu'un qui doit traverser, un piéton, qui doit traverser, est obligé de traverser 8 bandes. C'est une insécurité. Ça montre que ceux qui sont en train de construire n'ont pas en tête les soucis ou encore nous parlons de la sécurité des individus. Partout ailleurs, lorsque vous avez une route pareille, par exemple avec 8 bandes, on utilise ce qu'on appelle des sorties. Si je dois traverser, par exemple, de ce côté jusqu'à l'autre côté, je me retrouve par exemple à limiter résidentiel, je vais aller du côté industriel sur la même rue, je ne dois pas traverser la route. C'est très dangereux. Il faudrait prendre, par exemple, ce qu'on appelle une tunnel ou bien une passerelle. C'est ça pour les piétons. Mais si vous êtes un conducteur, vous êtes un chauffeur, vous ne devez pas non plus commencer à passer du côté des autres véhicules qui sont en train de venir dans le sens opposé parce que vous créez des embouteillages qui créent encore de l'insécurité. Ce que l'on fait, le véhicule doit sortir, s'il est du côté droit par exemple, il doit sortir du côté droit, prendre ce qu'on appelle, les Sud-Africains utilisent le terme off-frame, mais les Américains disent le exit. Vous prenez cet exit-là veut dire que quand vous sortez, il y a une route qui va aller au-dessus de la route que vous avez de ces 4 bandes-là. Donc il y a une route qui va au-dessus, juste pour vous permettre de ne pas vous cogner avec les autres. Dans d'autres endroits, au lieu d'aller au-dessus, vous pouvez aussi aller en dessous.
On a aussi quelque chose comme ça à l'échangeur délimité. Oui, mais à l'échangeur délimité. Oui, on a aussi quelque chose comme ça. J'ai été à l'échangeur délimité, je n'ai pas trouvé ça. C'est encore en construction, tout ça. C'est encore en construction. Mais parlons justement, terminons avec cette question de modernité. C'est vrai que vous, au PDT, vous pensez mieux faire les choses. C'est un début, le Congo qui se reconstruit dans le domaine des nouvelles technologies, justement parce qu'on parlait de bancarisation. Quel est l'apport qu'on peut apporter aujourd'hui avec l'identification, par exemple, des fonctionnaires de l'État? Bon, merci beaucoup pour cette question. Le grand problème ici, c'est un problème, le problème d'identification. Je donne un exemple pour comment ça se passe dans d'autres pays. En Afrique du Sud, les gens utilisent ce qu'on appelle le ID, donc une carte. En Amérique, il y a ce qu'on appelle la carte de sécurité sociale. Une personne, aujourd'hui, si quelqu'un en Amérique veut connaître quelque chose sur moi, veut connaître combien d'argent j'ai gagné, où je travaille, qu'est-ce que je fais, il y a ce qu'on appelle le numéro de sécurité sociale. Avec le numéro de sécurité sociale, vous avez l'identité de la personne et cela peut se faire en sorte que personne ne peut avoir 2 ou 3 cartes d'électeur ou bien 2 ou 3 cartes de permis de conduire. Cela se fait avec les analyses biométriques de l'individu. Avec cela, on met ces informations dans une base de données au point où même si la personne utilisait un autre nom, une autre identité, une autre date de naissance, quoi que ce soit, ça ne va pas marcher parce que ce sont les mêmes empreintes qui sont utilisées à travers le pays tout entier. Donc, nous parlons ici d'un système qui n'est pas aussi compliqué. C'est vrai que pour le Congo, on doit rassembler 76 millions d'habitants ou même plus de 76 millions d'habitants qu'on doit identifier. Mais on doit comment savoir si tel est déjà mort ou tel est déjà vivant? C'est justement quand on va prendre leurs empreintes, on va découvrir que tel est réellement une personne vivante ou tel n'est pas une personne vivante. Donc la carte de sécurité, le numéro de sécurité sociale va déterminer qui vous êtes, d'où vous venez et vous avez vraiment tout ce qui est de la personne. Si quelqu'un veut ouvrir un compte, il faut une carte de sécurité sociale. Là, j'ai entendu, on parlait des gens qui doivent aller chercher, par exemple, l'argent à la banque, obtenir des crédits. En Amérique, la carte de sécurité, le numéro de sécurité, votre numéro de sécurité sociale détermine si vous êtes quelqu'un à qui on peut donner un crédit ou pas. Parce qu'à partir de votre numéro de sécurité sociale, on va savoir si vous payez très bien vos factures, si vous avez des dettes, ainsi de suite. Donc, très bien. Voilà, c'est un peu ça. Il y a de la technologie. Je pense que nous pouvons trouver un temps où nous pouvons vraiment parler de détails. J'ai beaucoup d'autres choses que j'aurais souhaité parler quand nous parlons de nouvelles technologies d'information. Je voudrais parler, par exemple, de l'argent. Je voudrais parler des téléphones au Congo. Comment est-ce que les Congolais dépensent beaucoup plus d'argent en télécommunication que pour faire des appels et pour dire aux Congolais comment est-ce qu'on peut réduire, comment est-ce que l'on pouvait réduire les coûts des télécommunications ici au Congo. Très bien, Monsieur John Malala. Je rappelle ici que vous êtes le président du PDT, le Parti des travailleurs. Vous êtes aussi à la tête de la fondation John Malala pour la dignité. Vous avez été notre invité aujourd'hui. Vous avez commenté avec nous l'actualité. Nous vous remercions de l'avoir fait avec véhémence, surtout. Et nous vous retrouvons la prochaine fois. À vous aussi, merci de nous avoir suivis.